Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. À la une de Ça vous regarde ce soir, l'écologie au secours du quinquennat d'Emmanuel Macron. Depuis la mer de glace au pied du Mont Blanc, le chef de l'État a amorcé un virage écolo, un tournant vert. Mais pourquoi faire? Les annonces sur la biodiversité, notamment, sont-elles à la hauteur de l'urgence? Le réveil écologique du président, posture ou imposture? On en parle dans un instant dans notre grand débat. On se fout de nous, certains départements ne décolèrent pas sur les conditions du retour aux 90 km/h. Conditions bien trop drastiques à leurs yeux, alors que la mortalité a atteint sur les routes son plus bas historique. Eh bien, l'autorisation du gouvernement de repasser à la vitesse maximale serait-elle un trompe-l'œil? On en parlera. Et puis notre grand témoin ce soir est une figure de l'écologie, ancienne ministre de l'Environnement. Elle se bat aujourd'hui dans les tribunaux pour les victimes des catastrophes naturelles et industrielles. Corinne Lepage est avec nous ce soir. Voilà, vous savez tout. #CVR, n'oubliez pas, c'est parti. On y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Nos invités en plateau ce soir, Corinne Lepage, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être notre grand témoin. On a beaucoup de questions et de sujets à vous soumettre ce soir. Je rappelle que vous êtes avocate, bien sûr, présidente du Rassemblement citoyen CAP 21. Et parmi ces sujets, il y a la sécurité routière, on va en parler tout à l'heure, le retour à 90 km/h. Il y a le rapport parlementaire sur Lubrizol, puisque vous connaissez parfaitement ce sujet. Je rappelle que vous défendez un certain nombre de victimes de cette catastrophe industrielle. Mais on va commencer avec la carte postale du jour. Emmanuel Macron au pied du Mont Blanc, dans la mer de glace, pour toucher du doigt les effets dévastateurs du changement climatique et amorcer, je le disais, un virage écolo. Un virage écolo dans la vallée de Chamonix. On va en parler avec vous, Bruno Millienne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député MoDem des Yvelines. Hervé Kempf, bonsoir. Rédacteur en chef de Reporter, un site d'actualité sur l'écologie. Vous publiez L'écologie du 21e siècle. Il s'agit d'une série d'entretiens avec différentes figures de l'écologie. On peut citer Claire Nouvian ou Pablo Servigne. Enfin, bonsoir Julien Blanchet. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le rapporteur général de la Convention citoyenne pour le climat. C'est 150 citoyens tirés au sort qui vont plancher et qui planchent en ce moment au CESE, au Conseil environnemental et social, sur l'agenda vert pour 2020. Quelle responsabilité, on en parlera. Je vous donne la parole dans un instant. Celui qui nous emmène dans les cimes de Haute-Savoie, c'est Stéphane Blakowski, dans son billet quotidien, comme tous les soirs, si j'ai bien compris. Tout de suite. Bonsoir Madame Lepage, bonsoir Myriam, bonsoir messieurs. Bonsoir Stéphane, si j'ai bien compris ce soir. Alors, si j'ai bien compris, mais vous avez déjà révélé l'événement, Emmanuel Macron s'est converti à l'écologie. Bon, alors en même temps, il n'y a rien de très étonnant à ça, puisque tout le monde s'est converti à l'écologie. Regardez, nous-mêmes ici, est-ce qu'on ne s'est pas converti à l'écologie? Fini les gobelets en plastique. On a des verres en vrai verre. C'est vrai, c'est bien de le dire. Forfanterie de ma part, parce qu'on n'est pas les seuls. Hein. Les insoumis, eux, sont pour l'écologie solidaire. Même Marine Le Pen est pour l'écologie. Elle dit le protectionnisme, moins de commerce international, moins de production de CO2. Tout le monde est écolo, donc pourquoi pas Macron? Cette conversion collective, c'est une bonne nouvelle pour la planète. Évidemment. Quelle bonne nouvelle, puisque tout le monde est d'accord sur l'idée qu'il est urgent d'agir pour sauver la planète. Donc forcément, on va y arriver. Oui, quand on est dans un optimisme un peu comme ça, naïf, un peu béat, ça me rappelle cette chanson des Compagnons de la chanson. Et alors, comme on a pas mal de seniors qui nous regardent, je pense que ça va leur faire plaisir, on écoute. Si tous les gars du monde devenaient de bons copains et marchaient la main dans la main, le bonheur serait pour demain. Voilà, ça paraît un peu naïf comme ça, mais s'il y a bien une cause qui mériterait qu'on se donne tous la main, c'est l'écologie, non? Mais encore une fois, vous avez raison, Myriam, mais tout le monde le dira sur ce plateau, l'individualisme gangrène notre société. Il est urgent de trouver une cause commune, un truc qui nous réunisse, l'écologie bien sûr, mais à défaut de se tendre la main, puisqu'on a du mal, au moins se serrer les coudes. C'est ce que disait Yannick Jadot hier, je crois, chez Bourdin. Plus de 80% des Français pensent que si on se serre les coudes, on va surmonter les grands défis. Et vous savez quel est le sujet sur lequel les Français pensent qu'on va se donner un récit commun, qu'on va enfin avoir un projet partagé pour nous et pour nos enfants? Eh bien, c'est la protection de l'environnement. Oui, mais la protection de l'environnement. Mais alors là, quelle coïncidence, ça c'est quasiment incroyable, parce que c'est exactement ce qu'a dit Macron aujourd'hui. Mais il a dit la même chose, il a dit il faut un combat qui resserre les rangs de la société, et ce combat,
ce combat, il en parle, c'est l'écologie. Ce sera le combat du siècle. Celui de notre capacité à inventer les nouvelles manières de vivre, d'habiter, de faire durablement. Je crois que ce combat du siècle, nous pouvons le relever. Et nous avons décidé de le relever dans notre pays. Alors vous croyez vraiment qu'Emmanuel Macron et Yannick Jadot vont se donner la main pour sauver la planète? Vraiment, non, j'y crois moyennement, c'est sûr. Mais quand bien même ça arriverait, je vais vous dire, s'ils se mettaient d'accord et que tous les Français arrêtaient de rouler en voiture, on représente 1% de la production de CO2 dans le monde. Donc c'est même pas notre décision qui réglerait l'avenir de la planète. Mais quant à l'idée d'environnement, la protection de l'environnement puisse servir de cause commune, oui, puisse nous servir à faire un peu plus société, même là j'ai un doute, puisque Macron fait des propositions. Mais dès qu'il fait une proposition, les écologistes, les vrais, ceux qui ont le tampon, lui disent toujours c'est nul. Alors vous allez dire, non, mais là vous êtes un peu caricatural, ils disent pas c'est nul. Si, ils disent c'est nul. On écoute Julien Bouillou. Pardon, vous m'avez troublé, Julien Bayou, et vous répéterez que c'est nul après. Est-ce que tout est nul dans le bilan écologique d'Emmanuel Macron? Non, je vous dis, en matière de biodiversité, ils aggravent la situation en permettant de chasser Donc des nul, espèces c'est ce que protégées. vous me dites. Oui, c'est nul, oui, bien sûr. Il n'a rien fait. C'est que des mots. C'est assez lapidaire, en tout cas, comme réponse. Comme le mot est bien choisi, lapidaire, une parole qui correspond un peu à un jet de pierre. C'est vrai que Macron dit un truc sur l'écologie, on ne lui prête jamais peu de sincérité, et tout de suite on lui jette la pierre. Donc Elisabeth Borne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se défend. Elle rappelle que les écolos, ils ont aussi un passif. Je rappelle que Europe Écologie Les Verts, ils étaient au gouvernement au début du quinquennat précédent. Est-ce qu'ils ont fermé les centrales à charbon? Est-ce qu'ils ont arrêté Notre-Dame-des-Landes? Est-ce qu'ils ont arrêté le projet Europa City? Est-ce qu'ils ont accompagné les Français pour supprimer 1 million de chaudières fuel comme on est en train de le faire? Est-ce qu'ils ont permis de sortir de la circulation 1 million de voitures polluantes? Donc moi, je n'ai pas de leçon à recevoir. Alors pour terminer, Stéphane, ce tournant vert d'Emmanuel Macron, vous y croyez, vous? Écoutez, tout le monde, jusqu'à présent, voulait régler le problème du chômage. Personne n'avait réussi. Macron est en train de régler le problème du chômage. Pourquoi il ne réussirait pas sur l'écologie? Bon, en même temps, il faut se méfier des grands discours. Hein. Moi, je vous ai dit qu'on était devenu écolo avec le verre qu'on mettait devant les caméras. Et, en fait, en coulisses, on continue d'utiliser une fontaine à eau avec des verres en plastique. Mais j'espère que Macron n'est pas comme nous. J'espère que ce n'est pas que de la com et qu'il est un peu plus sincère que nous, parce que nous, on triche. Mais nous, dans l'équipe de Ça vous regarde, on va faire beaucoup mieux. C'est en cours. Alors, beaucoup de choses dans ce billet. Corinne Lepage, pour commencer, ce tournant vert, vous y croyez? Vous disiez que c'était nul. Non, mais si vous voulez, il y a des choses intéressantes. On ne va pas dire que tout est acheté, c'est pas vrai. Mais si vous voulez, moi, je suis dans le pratico-pratique et je vois ce qui se passe depuis 2 ans et demi. Et j'assiste depuis 2 ans et demi à la déconstruction systématique, j'allais dire à une échelle industrielle, du droit de l'environnement. On a supprimé... Vous êtes avocate, donc c'est oui, quelque chose auquel vous êtes confrontée. C'est mon métier. Hein. J'ai un doctorat de droit aussi au passage, donc c'est un peu mon métier aussi. Les normes environnementales? Alors, les études d'impact réduites à leur plus simple expression, suppression moins partielle des enquêtes publiques, réduction massive du recours aux études de danger, ça donne Lubrizol par exemple. Et comme ça suffit pas, en même temps que le président de la République est à Chamonix, projet de loi devant le Parlement de, entre guillemets, simplification, où on va encore réduire les études d'impact, les enquêtes publiques, permettre aux industriels de bénéficier de droits acquis que jusqu'à maintenant ils n'avaient pas, pouvoir commencer des travaux quand on n'a pas encore l'autorisation, etc., etc. Pour moi, la vraie vie, c'est ça. La vraie vie, c'est des projets partout dans la France. Il est à la montagne. Très bien. Dans le même temps, la France vient d'autoriser, et les Suisses sont fous de rage, une autoroute à Thonon, la 412, qui va servir à rien du tout et qui va ramener encore un peu plus de flux dans la montagne. Donc vous diriez quoi? Il y a un double discours? Il y a un double discours. Mais quoi, une forme d'hypocrisie? C'est un double discours, c'est-à-dire qu'il y a des actes qui, eux, sont très contraires à l'environnement et de très belles paroles, de très beaux engagements, sans du reste qu'il y ait un centime qui soit mis dessus, parce que ça, c'est très bien de parler des choses, mais quand on ne met pas les moyens en face, ça sert strictement à rien. Je pense, monsieur on va revenir sur les mesures dans le détail, on va vous les montrer. Voilà, on ne peut pas dire qu'il n'a rien dit, il a dit des choses, mais ce que je vous dis, c'est que dans la vraie vie, c'est le contraire qui est fait. Bruno Millienne, qu'est-ce que vous répondez? Parce que c'est vrai que, en général, quand il y a une campagne électorale, on l'a vu avec les européennes, tout d'un coup, le sujet de l'écologie revient en force. Et c'est le cas, là, avec le tournant vert. On se dit qu'il y a forcément une arrière-pensée peut-être électorale. Non, mais loin de ces schémas-là, campagne électorale égale programme écologique, etc. C'est la marche en avant pour l'écologie, l'environnement et la protection de l'environnement. Elle est obligatoire.
Il n'y a pas un politique aujourd'hui, alors de bonne foi ou de mauvaise foi, peu importe, qui ne peut pas s'engager vers l'environnement, alors à des vitesses ou avec des moyens différents. Vous l'avez vu mardi soir à huis clos, à l'Élysée, le président de la République. Il vous a convaincu de faire de l'écologie la priorité de ses priorités. Il y a un texte qui va sortir effectivement d'ici à la fin du quinquennat. Sur quoi ? Sur l'écologie. Alors, on n'en a pas les détails, mais il y a effectivement un texte qui est en préparation là-dessus. Moi, je voudrais rappeler, parce que pour répondre à Corinne Lepage, on se connaît un petit peu quand même avec Corinne, oui, elle pointe des choses qui, moi, me gênent. Je ne vais pas dire le contraire, je serais malhonnête. Sur le droit de l'environnement, notamment ? Oui, on l'a vu. Il y a des choses qui nous ont heurtés. Mais à côté de ça, il y a quand même énormément de choses qui sont faites concrètement aussi sur le territoire. Moi, je pense notamment à ces contrats de transition écologique. Il y en a 80 qui ont été signés depuis 2 ans. C'est 1,5 milliard. Alors, expliquez-nous. C'est des contrats de passage transition écologique, progressif. c'est des appels à projets qui ont été lancés par le ministère de l'Environnement et qu'on fait avec les collectivités, parce que le problème de l'écologie et de l'environnement, c'est qu'il faut qu'on la traduise sur les territoires. Il faut qu'on entraîne avec nous les collectivités, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Mais pour entraîner, il faut qu'au sommet, il y ait une volonté La farouche. preuve, je vous le dis, premier contrat signé il y a 2 ans par Sébastien Lecornu. 2 ans après, on en est à 80, 1,5 milliard d'euros d'investis. Ça va de la ferme solaire assez importante d'un gros coût, aux alentours de 300 millions, à des plus petites choses de type de méthaniseurs agricoles, etc. Donc les collectivités s'engagent. C'est sur le terrain qu'on va gagner cette bataille-là. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Dans les territoires. Et de la même façon, il y a eu aussi les contrats de transition énergétique, ce qui nous a permis, ce que disait Elisabeth Borne n'avait pas tout à fait tort, mais ce qui nous a permis notamment de fermer les dernières... thermique de fermer les dernières centrales à charbon. Sur la rénovation thermique, par exemple, pourquoi on y arrive à la rénovation thermique des logements? On dit que c'est vraiment... Moi, je la peux vous expliquer priorité, pourquoi. si on veut réduire les émissions de CO2. Aucun gouvernement n'y arrive. Alors, même pas Corinne Lepage. Il faut aller au niveau local, je sais pas, c'est quoi le... Moi, j'ai posé une note, je peux le dire franchement, j'ai posé une note au ministère de la Transition écologique et solidaire en disant, voilà, on se trompe depuis des années sur la rénovation thermique en faisant ce fameux CITE là, pour la rénovation. Ça ne profite qu'aux gens qui ont les moyens. Parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, même s'il ne vous reste que 10% à charge pour rénover votre logement, les bailleurs pauvres peuvent pas le faire. Alors, c'est très bien d'aller sur le fond, vous avez raison, terminez, pardon, mais je voudrais qu'on reste un tout petit peu sur Emmanuel Macron et le volontarisme. Là aussi, pareil, on passe par les collectivités territoriales. Qui, mieux que les collectivités territoriales, connaissent leur immobilier, leur situation immobilière. Et puis, on va les faire bâtiment par bâtiment, les plus dégradés d'abord. Si les gens ont les moyens de payer un peu, ils paieront un peu. S'ils n'ont pas les moyens de payer, tout ce qu'on a foutu en l'air depuis des années avec le CITE, eh bien, on le fait. C'est l'ensemble des territoires et du pays qui s'est mis en mouvement. Mais on va revenir aux images, Hervé Kempf, parce qu'il a choisi la mer de glace, il a choisi le Mont Blanc pour, au fond, revenir au diagnostic. Ça peut être étonnant, parce que les Français le connaissent, le diagnostic. C'est un peu comme s'il s'adressait à ceux qui doutaient encore des ravages du climat, enfin du dérèglement climatique. On va écouter à nouveau Emmanuel Macron, puis vous réagirez juste après. Tous ces dérèglements, je le disais, ils sont ici visibles, tangibles, et je pense que c'est une pédagogie collective extrêmement importante de la montrer à nos concitoyens. Si d'aucuns devaient encore douter, ou si certains pouvaient penser que tout cela peut attendre. Voilà, les Français ne pensent pas que ça peut attendre. C'est vrai que ce choix de communication-là peut être étonnant, non ? Oui, le degré avec lequel M. Macron se fiche du monde, effectivement, absolument stupéfiant. On a fait un édito ce matin en disant Macron, le bouffon de l'écologie. C'est-à-dire bouffon, en dictionnaire, en bon français, un comédien qui joue la farce, qui joue la pantomime. On sait depuis maintenant des années, des dizaines d'années, même j'allais dire depuis Jacques Chirac, la Maison brûle, nous regardons ailleurs en 2002, que vient faire M. Macron? S'il faisait ce beau discours, très bien, mais s'il y avait des actes derrière, une fois de plus. Or, le problème, c'est que non seulement la politique d'environnement n'avance pas, même s'il y a des points positifs, on ne va pas dire que tout est absolument négatif, et vous avez rappelé l'engagement des collectivités locales avec les contrats de transition écologique, mais je confirme absolument ce qu'a dit Corinne Lepage. On a fait une grande enquête dans Reporter sur le détricotage du droit de l'environnement. C'est complexe, compliqué, mais c'est très important. L'Office français de la biodiversité, devant lequel M. Macron a voulu parler, en fait, il lance aujourd'hui. Ses moyens sont diminués.
diminué par rapport aux différents organismes qu'il avait réunis. L'ONF, l'Office national des forêts, qui est un enjeu essentiel en matière de biodiversité forestière, est en fait en voie de privatisation et avec des impératifs de productivité. L'artificialisation des sols continue avec très souvent l'accord des préfets et du gouvernement, comme à Port-la-Nouvelle, comme pour l'autoroute Toulouse-Cap, comme pour le toujours le double discours. C'est un double discours, c'est une bouffonnerie. Au bout d'un moment, ça devient insupportable. Alors, Julien Blanchet, c'est intéressant parce que aller sur la mer de glace et constater les dégâts, d'une certaine façon, les Français le savent. Il y a des sondages qui sont extrêmement préoccupants. Les Français sont pessimistes. 65% des Français pensent que la civilisation va s'effondrer dans les années à venir. C'est un sondage de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès. Aujourd'hui, ça va s'effondrer. Enfin, la civilisation telle que nous la connaissons actuellement va s'effondrer dans les années à venir. C'est un sondage très sérieux. 65%, c'est énorme. Et quand on leur pose la question de savoir si les Français, si l'exécutif va dans le bon sens en matière d'écologie, ils sont 2/3 à considérer que le gouvernement ne fait pas assez pour lutter contre le réchauffement climatique. Vous qui travaillez à la Convention citoyenne, ces chiffres-là, les citoyens qui travaillent en ont conscience? Oui, alors ce sondage, faut aussi, parce que c'est un comparatif international, donc c'est aussi intéressant de voir ce que disent les autres pays. En Italie, ils sont encore plus pessimistes. Voilà, et quelles sont les réactions aussi des Français. Et parmi ces réactions-là, effectivement, ils pensent qu'une des solutions, ou après cet effondrement, puisque c'est un peu ça le sujet, ils estiment qu'il y aura une démocratie plus participative. Eh bien, je crois que cette convention citoyenne, finalement, elle répond en partie à ça. Effectivement, déjà le fait qu'un tiers des personnes avec qui nous avons eu une conversation au téléphone, quand le tirage au sort a été réalisé, sous contrôle d'huissier, avec un certain nombre de critères pour s'assurer de la diversité de ces 150, eh bien, un tiers disait spontanément oui. Et je crois que c'est à la fois l'exercice démocratique et l'enjeu climatique qui fait qu'il y a cette envie de trouver des solutions. Parce que sur le constat, globalement, tout le monde est d'accord. Sur les solutions, monsieur a raison. Depuis les années 70, je vois qu'il y avait Jean Jouzel, qui fait partie du comité de gouvernance de la Convention citoyenne, qui était aussi à Chamonix. Jean Jouzel, il le dit depuis un moment, qu'il y a un problème, qu'il y a urgence et qu'il faut réagir. Et il dit presque même que c'est trop tard. Il n'y a pas de consensus dans la société sur les solutions. Et donc cette Convention citoyenne, eh bien, elle vise à permettre de créer le consensus sur les solutions. Parce que être d'accord sur le constat, effectivement, aujourd'hui, ça ne suffit plus. Donc trouver des solutions communes, associer le citoyen à la décision, ou même le faire créer cette solution, tout en ce qu'elle soit acceptable, ces solutions. Quitte à faire un référendum à la fin. Voilà. Quitte à faire un référendum. C'est ça l'idée. Suggérer le président. Parce qu'on sent qu'il y a aussi des doutes au sein de cette convention citoyenne sur les résultats finaux, sur la capacité au fond, à ce que tout soit repris sans filtre, c'est l'expression. Alors, tout soit repris sans filtre, qu'on comprenne bien, il ne s'agit pas de déposséder les parlementaires de leur droit d'amendement, mais ce qui est promis là-dessus, on était mal. Je ne voulais pas quitter le plateau précipitamment, donc oui, ça aurait été gênant. Non, mais blague à part, c'est quand même un sujet. C'est un sujet, pourquoi ? Parce qu'effectivement, je crois que cet exercice qui s'inscrit dans le paysage institutionnel, et c'est pas pour rien que ça se déroule au Conseil économique, social et environnemental, effectivement, demande à trouver les articulations avec les autres formes de représentation. Mais effectivement, le référendum est une possibilité ouverte ou la voie parlementaire en est une autre. Ce projet de loi dont vous a parlé le président mardi soir, ça sera sûrement le résultat, effectivement, des travaux. Et moi, il y a un moment, je voudrais qu'on arrête de forcément tout critiquer dans ce pays, parce que cette convention citoyenne, c'est quand même le prélude à la démocratie participative que les citoyens réclament. Nous, derrière, ça nous engage. C'est-à-dire que si on les déçoit, eh ben, c'est fini. Donc, moi, je suis d'accord. Les solutions, on les connaît, vous le savez. Non, mais les solutions, on les connaît tous. C'est pas le problème. C'est l'acceptation des solutions par les citoyens qui est compliqué. Et c'est pour ça que je vous parlais des contrats. Par exemple, la taxe carbone, voilà une bonne idée. Et c'était pas très bien accepté. Voilà, ça n'a pas été très bien accepté. C'est pour ça que je vous parlais des contrats de transition écologique ou des contrats de transition énergétique. Parce que ça se fait sur le terrain avec les gens. Et les gens, il faut qu'on arrive à les convaincre. Ça se fait pas comme ça. On n'arrive pas simplement en disant on va faire ça et les gens disent oui. Il faut les convaincre. Oui. Et c'est terrible. Et bon, Corinne Lepage, beaucoup plus que moi, je pense, puisqu'elle a été aux affaires avant moi, c'est comment c'est difficile de faire accepter des solutions dont on pense, à juste titre, qu'il faut les prendre tout de suite et maintenant.
mais que les gens n'acceptent pas. La Convention citoyenne qui va fixer l'agenda de 2020, c'est quand même normalement une très grosse responsabilité. De démocratie participative, à la condition que ça aille jusqu'au bout. Et à la condition que ça ne se termine pas en eau de boudin. C'est-à-dire, cette proposition-là, non, franchement, ça ne va pas faire plaisir à tel intérêt économique. Ou sceptique dehors. sur l'exercice? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai été très inquiète quand j'ai entendu le président de la République dire que s'il y avait référendum, il serait consultatif. Ça dépend des sujets. Vous savez que vous qui êtes juriste, vous savez qu'on peut pas faire un référendum à questions multiples, par exemple, sans qu'il ne soit que consultatif. Mais je crois qu'effectivement, il faut trouver les voies là-dessus. Voilà. Donc, je pense que c'est un très bon exercice. Ce que j'espère, c'est que ce ne sera pas bridé. Et que c'est vraiment l'expression de ceux qui auront dit quelque chose qui ressortira sur la manière dont certaines conférences de consensus ont abouti à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui rédige le papier et que ce qu'avaient dit les gens finalement passe totalement à la trappe, amène à être prudent. Ça peut très bien se terminer. Hein. Je ne sais pas. Oui. Alors, les citoyens qui participent ne sont pas du genre docile. Hein. Ils se font entendre. Ils protestent volontiers quand on leur impose une solution. Il y a deux petites choses que je voulais dire. Moi, je suis de l'avis de monsieur le député. C'est sur les territoires que les choses se passent. Mais je ne crois pas qu'il y ait de problème d'acceptabilité. Il y a une très forte demande des collectivités locales, des citoyens, des entreprises de faire des choses localement, sauf que dans un certain nombre de domaines, et en particulier en matière de décentralisation énergétique, très franchement, il faut avoir l'âme chevillée au corps pour mener à bien un projet aujourd'hui en France. Ça veut dire quoi, que l'État contrôle encore trop de choses? L'État, il n'avait pas du tout envie qu'on développe en France les énergies renouvelables. Je suis désolée de le dire, mais c'est quand même ça circule un peu. C'est en train de changer, Corinne Lepage, quand même. C'est quand même en train de changer parce qu'on est en train notamment de simplifier, vous le savez, notamment on avait beaucoup de problèmes. Pour les éoliennes, oui. Pour les éoliennes, mais aussi pour la mise en place des méthaniseurs. Enfin, quand vous avez un vrai besoin, le méthaniseur, vous n'allez pas attendre 5 ans ou 6 ans pour avoir juste l'autorisation de le faire. Donc tout ça, on est en train de simplifier justement le temps. Oui, mais regardez la manière, par exemple, il y a un truc formidable qui est prévu par l'Europe qui s'appelle l'autoconsommation collective. Ça permet à des gens de se mettre ensemble et de produire de l'électricité, de se la vendre. Jusqu'à maintenant, en France, c'est quasi impossible. Vous avez le droit de faire ça si vous êtes 4 ou 5, mais au-delà, niet. Parce qu'effectivement, ça construit un modèle énergétique qui est à l'opposé de celui que nous avons aujourd'hui, qui est un modèle centralisé. C'est totalement décentralisé. Voilà, donc ça, c'est des choses que l'État bloque. J'attends de voir si vraiment ça va... Pardonnez-moi, même si ce débat est intéressant, je voudrais qu'on revienne aux annonces présidentielles. C'est un drôle de paradoxe, parce que des gens d'Enedis, notamment, encouragent moi je suis dans la ruralité, encourage les petits villages justement à se doter soit d'éoliennes, soit de fermes solaires, pour justement mettre en commun l'énergie et pouvoir la revendre. Donc c'est quand même paradoxal. On va remonter un tout petit peu au niveau de l'État et du chef de l'État. Allez-y, vous vouliez compléter, mais je voudrais vous faire commenter les annonces aussi. En fait, il n'y a pas d'annonce. Quand même, on va vous montrer rapidement. On va vous montrer ce qu'on a retenu. Non, mais c'est un point essentiel là, de la discussion qui s'amorce entre monsieur le député Bruno Millienne et madame Corinne Lepage, qui était: est-ce que c'est les citoyens, le problème d'acceptation des citoyens, ou est-ce que c'est la faille de la volonté politique? En gros, le débat, il est là. Et l'argumentation du camp macronien, du gouvernement, c'est de dire: ah, mais on voudrait bien, mais les citoyens ne veulent pas. C'est faux. C'est faux pour une grande partie, pas pour tout, mais pour une grande partie des choix. Il y a une grande partie des choix qui dépendent d'une volonté politique. Tous ceux que j'ai cités très rapidement, les citoyens... J'entends Bruno Millienne dire dans sa barbe: installer des éoliennes, vous allez voir. Non, mais parlons des autres sujets. Il y a des sujets qui posent problème, qui ne se font pas consensus. Il y a des projets. Quand on revient au problème du droit de l'environnement, les gens, ils sont tout à fait d'accord avec les enquêtes publiques. Ils sont pas du tout d'accord. C'est une enquête publique, c'est avant de construire, c'est ça? Oui, mais quand vous avez un détricotage du droit de l'environnement, c'est pas pour faire plaisir aux citoyens. C'est parce que c'est regardez à Paris, Anne Hidalgo, elle a fait une grosse politique et elle a quand même payé ça sur son image. Écoutez, on verra en mars, et on verra en mars. C'est plutôt la division de l'opposition qui lui profite, parce que c'était courageux de sa part. Écoutez, on va voir. C'était courageux. Apparemment, elle est acceptée par beaucoup des citoyens pour les voies sur berge et la politique des vélos. Et je crois qu'on verra en mars. Je ne veux pas faire de prévision. Donc ça, c'est le premier point. Donc la volonté politique manque plus que dans beaucoup de cas l'acceptation des citoyens. Deuxième point, très rapidement, les mesures. Mais justement, il n'y a pas de mesures. Il n'y a pas de mesures. Il y en a quand même qui ont été annoncées. Vous allez nous dire au Conseil de défense écologique complètement, voilà, coquille vide. Mais on va les regarder juste. Je vous redonne la parole. Extension des aires protégées à 30% du territoire. C'est la création de nouveaux parcs naturels régionaux, d'un grand plan de transition énergétique pour les 2 400 000 agents de l'État, avec
avec des parkings à vélo, avec des bornes électriques. Je vous vois sourire. La révolution. Prévention des inondations et de l'érosion des côtes et la création donc, enfin ce lancement plutôt de l'Office français de la biodiversité. C'est nul, c'est ça? Pas du tout. Et dans Reporter, on a dit que, par exemple, la politique de prévention des protections des habitations le long de la côte par rapport à la montée des eaux est une bonne chose. Donc, vous voyez, on n'a pas une opposition systématique, on n'a pas une critique systématique. En revanche, le reste, la protection des aires protégées, il faut des personnes, il faut des gardes forestiers, il faut des agents de la biodiversité pour que ça ait un sens. Donc si vous créez des donc c'est une forme d'incantation, on ne met pas les moyens derrière, c'est ça? Et dernier point, par exemple, sur les avions... Vous allez répondre 2 minutes, Bruno Millet. Non, mais j'avais 3 phrases, mais allez-y. Allez-y, mais terminez. Sur l'avion, par exemple, quand Mme Borne dit on va demander aux fonctionnaires de ne pas prendre l'avion et de prendre le train. En fait, c'est très gentil, mais en fait, c'est plutôt augmenter le prix du kérosène, empêcher l'extension des aéroports, privilégier les trains de nuit. C'est le genre de choses qu'il faudrait faire si on voulait vraiment lutter contre le trafic aérien. Attendez, 2 400 000 agents, c'est quand même pas rien, dont les services publics qui passent au vert. On se dit quand même 2 400 000 personnes dont on va essayer d'accompagner la transition écologique. Et ça, c'est des politiques du personnel. Moi, je mène un cabinet, je vous assure qu'on prend l'avion que quand on peut vraiment pas faire autrement, et autrement, on prend le train. Enfin, c'est normal. Dans toutes les entreprises, c'est comme ça que ça doit se passer. Enfin, franchement, cette étape de mesure, là, on n'y est pas. Enfin, c'est pas la révolution. Sur les PNR, c'est les régions qui créent les PNR, c'est pas l'État. Première observation. Et deuxième observation, et monsieur le député, vous le savez aussi bien que moi, un PNR, ça n'empêche pas des grosses cochonneries comme des belles carrières en plein milieu d'un... Vous êtes d'accord avec Corinne Lepage et Hervé Kempf? Non, mais il y a que ne l'avez-vous dit au président de la République? Il y a quand même des choses il faut quand même rester un petit peu dans la réalité. Si vous n'insufflez pas des trucs, derrière, elles se font pas. Moi, je trouve que ce qui est fait pour l'administration, les annonces, c'est pas non plus le nirvana, mais très bien. Pour une fois que l'État s'applique à lui-même ce qu'il veut appliquer aux autres, c'est une des premières fois qu'on voit ça. Il y a quand même des choses qui ont été faites dans certaines lois, comme la loi d'orientation des mobilités, qui favorise la mobilité durable. Ça, c'est quand même bien aussi. Moi, je le vois dans nos campagnes. Si demain, on arrive effectivement à avoir des flottes autonomes et électriques pour rabattre les gens vers les gares plutôt que chacun prenne sa bagnole, qu'on développe le covoiturage, tout ça, c'est des trucs qui sont enclenchés. Alors évidemment, l'État, on demande tout à l'État. L'État ne peut pas tout. Je sais pas, c'est pas moi qui l'ai dit. Juste une toute petite phrase dans la loi sur l'air votée en 1996, bagatelle de 24 ans, il y avait l'obligation pour les flottes captives de l'État et des collectivités locales d'avoir 10% de voitures propres. Vous croyez qu'ils ont été les 10% de voitures propres? Nada. On est d'accord. Corinne Lepage, on est d'accord. Donc on ne va pas reprocher. C'est intéressant. On ne va pas reprocher aujourd'hui à l'État. Que vous êtes dit, c'est pas le nirvana aujourd'hui, alors qu'on entend parler de combat du siècle. C'est vrai que ce décalage, on l'entend, y compris dans le camp de la majorité. Je ne veux pas taper sur les gouvernements précédents, mais honnêtement, on a entendu, et Corinne Lepage le sait très bien, beaucoup de belles déclarations, beaucoup de beaux textes, où ont été faites les applications. Donc où ont été faites les applications. Dans les petits pas. On est peut-être dans les petits pas, mais au moins il y a des choses concrètes qui sont faites sur le terrain. Je voudrais saluer l'arrivée de Richard Berly. Bonsoir Richard. Vous êtes notre chroniqueur. Vous êtes aussi correspondant du quotidien suisse Le Temps, correspondant à Paris. Votre regard sur ce tournant vert que prend la France, que prend le président de la République. Comment nos voisins européens le regardent? Bon point ou pas? Bien, j'entendais tout à l'heure une formule, pas de consensus sur les solutions. Ben, c'est quand même un peu ce qui se passe en Europe, parce que quand l'Europe regarde la France, regarde Emmanuel Macron en haut du Mont Blanc prononcer ces différentes mesures, eh bien l'Europe, elle regarde plutôt en bas. Et qu'est-ce qu'on voit en bas du Mont Blanc? Pas très très loin, la centrale nucléaire du Bugey. Et c'est effectivement du nucléaire qu'il faut parler. Parce que, je vais vous citer une date, on est en novembre 2017. Emmanuel Macron vient d'être élu. Il réunit à Paris le One Planet Summit. Il y a une brochette de chefs d'État et de gouvernement. Il y a Arnold Schwarzenegger, on va le voir en photo avec le président. Voilà. Et opération selfie. Il y a une annonce, 1500 milliards de dollars pour le climat. Mais Angela Merkel n'est pas du tout contente parce qu'elle voit 15 milliards pour l'industrie nucléaire. Et là, elle pique une colère parce que vous savez que les Allemands, le nucléaire, ils ont dit Nein en 2011 suite au séisme japonais et à l'accident de Fukushima. Ils ont eu bien raison. Et donc, il y a là un différend majeur. Et il y a un différend on va pouvoir le tester, Emmanuel Macron, tout bientôt. Parce que va-t-il se passer le 22 février, la semaine prochaine? Le premier réacteur de la centrale de Fessenheim doit fermer. La centrale de Fessenheim, c'est la plus vieille centrale française, exploitée depuis 1978. Mais alors,
Quel roman feuilleton que la fermeture de Fessenheim. On va écouter Emmanuel Macron en 2018. Il expliquait que lui, il était déterminé, il allait la fermer. Je n'ai pas été élu pour ma part sur un programme de sortie du nucléaire, mais sur une réduction à 50% de la part du nucléaire dans notre mix électrique. Il s'est avéré, après expertise pragmatique, que ce chiffre brandi comme un totem politique était dans les faits inatteignable. Nous avons donc décidé de maintenir ce cap des 50%, mais en repoussant l'échéance à 2035. Alors est-ce que Fessenheim va vraiment fermer? Donc rendez-vous la semaine prochaine. C'est EDF qui a un projet, puisque ça doit devenir un technocentre de déconstruction des centrales. Là, on peut se poser la question. Mais il y a encore un autre problème, Myriam, c'est que cette filière nucléaire, eh bien, elle a exporté en Europe. Et il y a 2 réacteurs dont vraiment les Européens ne veulent plus entendre parler. Madame Lepage, vous avez suffisamment siégé pour le savoir. C'est celui en Finlande de alors je vais me lire Olkiluoto, et celui de Hinkley Point au Royaume-Uni, parce qu'alors là, les factures ont littéralement explosé. Les EPR, mais ne vous inquiétez pas, parce que vu ce qu'on fait à Flamanville, c'est pas fini et c'est pas loin d'être fait. Et Greenpeace était donc parti à l'assaut de ces 2 réacteurs, notamment en Finlande. Bref, sur le côté climat et à cause du nucléaire, on voit qu'Emmanuel Macron a quelques casseroles en fission, et quand on sait qu'en Allemagne, il y aura peut-être demain une coalition entre les chrétiens démocrates et les Verts, ça promet de barder sévèrement, mais il faut dire que le président français, il a un argument, il vend ses réacteurs EPR à la Chine et à l'Inde, respectivement 1er et 3e pollueur mondial. Bruno Nilienne, en Europe, la France n'est pas regardée comme à l'avant-garde de l'écologie à cause du nucléaire. Moi, je veux bien tout. Les Allemands ont arrêté le nucléaire. Moi aussi, je voudrais bien arrêter le nucléaire. Ils ont remplacé le nucléaire par quoi? Le charbon. Le charbon. Oui, enfin, sauf que depuis 2019, vous savez comme moi qu'il y a plus de production verte que de charbon en Allemagne. Oui, mais jusqu'à maintenant, la France produisait moins de carbone et de gaz à effet de serre, 6 fois moins que les Allemands, grâce au nucléaire. Alors ok, on peut être contre le nucléaire, ça je suis. Et d'ailleurs, c'est la principale raison pour laquelle on est très en retard sur les énergies renouvelables. Bien sûr. Alors justement, moi je veux bien qu'on tape sur les trucs. On est tellement en retard sur les énergies renouvelables qu'on a demandé aux citoyens, et je reviens à vous, Julien Blanchet, de trouver des solutions pour réduire, si j'ai bonne mémoire, de 40% les émissions d'ici à 2030 dans une logique de justice sociale. Oui. Le Haut Conseil pour le climat nous dit déjà qu'on est en retard, qu'on ne va pas assez vite. Ils vont y arriver, franchement, les citoyens? On va réussir à réduire de 40% avec une convention citoyenne? Il ne s'agit pas de faire peser l'entièreté de la responsabilité de la politique climatique de l'État français sur ces 150 lotis. Ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on peut avoir des mesures qui ont un impact réel, qui sont acceptées socialement. C'est leur feuille de route aux citoyens. Quand on va sur le site, on voit bien que leur objectif, c'est d'arriver à faire des propositions pour réduire de 40%. Effectivement, qui s'inscrivent dans cette trajectoire, ce sont les engagements de la France. Donc, effectivement, mais pourquoi il n'y arriverait pas? Parce que j'entends, effectivement, ça fait longtemps qu'on a des solutions. Enfin, pardon, mais j'ai pas le sentiment qu'elles aient toutes été mises en œuvre. Non. Et on peut estimer que c'est par manque de courage, on peut aussi estimer que c'est parce que la population n'en voulait pas pour une partie d'entre elles, ou que les mesures d'accompagnement n'étaient pas suffisantes. Parce que c'est ça aussi. Et là, d'ailleurs, les 150, dans leur délibération, ils disent, ça, ok, comment est-ce qu'on l'accompagne pour que le dernier décile, par exemple, des revenus ne soit pas les plus impactés? Comment est-ce qu'on accompagne aussi au niveau de l'emploi? Parce qu'ils ont pu entendre un certain nombre d'acteurs. Et effectivement, l'impact sur l'emploi peut être... Comment ils regardent le bilan d'Emmanuel Macron, ces citoyens dont vous suivez les débats? Est-ce qu'il y a une sorte de vision homogène, ou parce qu'ils représentent des réalités sociales et territoriales différentes? Il y en a qui pensent qu'il a fait suffisamment, d'autres non. Ils sont divers, c'est la volonté que nous avons eue dans ce tirage au sort, c'est qu'ils soient divers. Donc, ils sont comme la population française. Ils sont bienveillants, mais très défiants, très peur d'être instrumentalisés. Ils ont envie de servir, ils sont fiers de leur travail. Et là, je peux vous dire qu'ils ont beaucoup travaillé sur cette dernière session, qui était le week-end dernier. Et c'est vrai que pour la première fois, ils se sont mis d'accord sur des textes, ils se sont confrontés entre eux. Et ça, c'est très intéressant d'avoir des gens qui aussi, à un moment, se confrontent entre eux dans une salle de manière respectable, sans être dans l'effet de tribune. Moi, je crois que c'est aussi un chemin pour trouver des solutions, parce que on peut continuer de se taper dessus encore pendant 30 ans, mais globalement, la mer de glace, elle n'existera plus. C'est sûr. On va terminer ce débat en changeant un tout petit peu d'échelle. Tout à l'heure, Stéphane nous le disait, au fond, si les autres ne font rien, les États-Unis, la Chine, l'Europe, notre action sera ridicule. Emmanuel Macron, alors
peut-être vous le trouvez bouffon sur la scène nationale, mais est-ce qu'il n'est pas un de ceux qui pousse le plus au niveau européen sur le prix carbone, sur le fait de faire payer les pollueurs aux frontières de l'Europe, sur ce fameux Green New Deal ? Non. Et par exemple, un cas très concret, c'est la France n'a pas rendu sa feuille de route pour le climat à l'Union européenne, alors qu'elle aurait dû le faire déjà depuis quelques mois. Donc, M. Macron s'est déplacé énormément en Europe. De ce point de vue-là, il a raison. L'Europe est absolument un espace géopolitique dans lequel on doit s'inscrire, mais il ne pousse pas vraiment sur les questions climatiques. Il devrait. Vous êtes d'accord ? Oui, complètement. Et je voulais dire, il ne faut pas avoir une vue... N'est pas un meilleur ambassadeur de la cause au niveau européen ? Non, je pense qu'il y a d'autres pays. Par exemple, malgré leur départ, les Anglais font énormément de choses dans ce domaine. C'est des pays comme l'Autriche ou les pays du nord de l'Europe qui, à mon sens, en font beaucoup plus que nous. Et ce que je voulais dire, il ne faut pas avoir une vision uniforme des États-Unis. Vous savez, les États-Unis ont quand même baissé de près de 3% leurs émissions de gaz à effet de serre l'année dernière. Alors, Trump fait tout ce qu'il peut dans l'autre sens, mais il y a beaucoup d'Américains et d'États américains qui sont tout à fait conscients de leurs responsabilités. Le mot de la fin, Bruno Millienne. La France est très attendue, mais les Européens également. Et à entendre les spécialistes de l'écologie, eh bien, le compte n'y est pas à nouveau. On le sait bien que le compte n'y est pas forcément, on le sait, ça, on ne va pas le mentir. Ce Green New Deal, les chiffres le prouvent. Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission. Le Green New Deal européen, c'est au moins une lueur d'espoir que l'Europe a envie de se mettre en marche, enfin, sur ce sujet-là. Avec les moyens financiers. Avec les moyens financiers, ce qu'on n'avais pas jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est au moins une bonne nouvelle. Et puis, je voulais vous dire aussi une petite chose, c'est que chacun sur nos territoires, on peut agir. Je vais me faire de l'autopub. J'ai créé une fondation qui s'appelle Au cœur des territoires et dont la principale mission, c'est d'insérer de l'économie verte sur les territoires pour que les gens puissent à nouveau travailler et vivre à côté de chez eux. Mais on va à nouveau s'arrêter sur ce message local pour l'écologie. Merci à tous, vous restez avec nous. Corinne Lepage, je voudrais qu'on évoque à présent votre combat pour Lubrizol. Je le disais, vous avez attaqué l'entreprise américaine après l'incendie de l'entrepôt de Rouen, on va en parler. Mais d'abord, les députés veulent aller plus loin que le gouvernement contre les accidents industriels. Ils remettaient un rapport hier. On va écouter Damien Adam, député de la circonscription de Seine-Maritime, à Rouen, et rapporteur de cette mission parlementaire. Il était au micro de Vincent Cranel. Il y a vraiment une notion importante sur la lutte contre les risques industriels et s'assurer que les services de l'État soient vraiment le plus mobilisés possible pour s'assurer que l'ensemble des parties prenantes, industrielles, partenaires des industriels, sites Céveso et sites juste industriels mais sans avoir le statut de Céveso, soient bien contrôlés et soient dans la bonne nomenclature. Et qu'après, il y a aussi une notion qu'à chaque accident, on puisse vraiment apprendre des erreurs qui ont pu être faites par les industriels à travers le bureau d'enquête accident qui va permettre à l'ensemble de l'industrie de s'améliorer à chaque fois. Voilà, on va augmenter les contrôles sur l'ensemble des sites et pas uniquement les Céveso, qui étaient vraiment dans l'œil du cyclone après l'accident. C'est une bonne nouvelle. Oui, non, c'est très bien, mais il ne faut pas faire du yaka faucon. C'est-à-dire que augmenter les contrôles, c'est bien, mais pour qu'il y ait une augmentation des contrôles, comme dirait la Palisse, il faut une augmentation des contrôleurs. Or, je n'ai pas vu du tout l'État s'est engagé à augmenter les contrôles de 50% d'ici 2022. Comment s'il n'augmente pas le nombre de fonctionnaires, ça veut dire que les tâches, par exemple, je l'ai bien vu, le papier qui a été fait, ça veut dire que les PPRT, les plans de protection, pas trop technique, les plans de protection contre les risques technologiques, ce qui est très important pour tous les voisins, on va en faire moins ou plus longuement ou autrement parce que les gens ne peuvent pas. Si vous n'augmentez pas le nombre des contrôleurs, vous n'y arrivez pas. Deuxièmement, bien sûr, c'est bien d'augmenter les contrôles, mais je rappelle quand même que Lubrizol, ils ont eu 19 ou 20 contrôles de la DREAL. Pour faire quoi, s'il vous plaît ? Quand on apprend, par exemple, ça date de la semaine dernière, que l'assureur de Lubrizol les ont mis en garde depuis plusieurs années et le plus récemment, c'était quelques jours avant l'incendie, sur le fait que leur système d'incendie n'était pas opérationnel. Et ils ont décrit par le menu ce qui s'est effectivement passé. La DREAL, elle a fait quoi là-dedans ? La DREAL, c'est c'est l'inspection l'ancienne inspection des installations. Que là, c'est les contrôleurs dont vous parliez. De deux choses l'une, ou bien ils le savaient, et à ce moment-là, pourquoi n'ont-ils rien fait ? Ou bien ils ne le savaient pas, et comment se sont déroulés les contrôles ? Voilà, donc si vous voulez, c'est très bien le principe, mais il faut aussi que les contrôleurs puissent aller au bout de leur contrôle, puissent mettre des mises en demeure aux industriels quand les choses ne vont pas. Or, je ne suis pas certaine
que sur Lubrizol, on ait fait toutes les mises en demeure qu'il fallait au moment où il fallait les faire. Alors justement, pas de mise en demeure et pourtant, rouverture du site. Oui. Alors vous avez échoué dans cette bagarre. Absolument. Il faut expliquer, hein, vous défendiez un collectif citoyen, association Rouen Respire. Hein. Qui est une association reconnue avec le statut d'association de victimes, qui demandait la suspension du redémarrage de cette installation, précisément parce qu'on ne sait toujours pas les causes de l'accident, et parce que eh bien, il y a énormément d'incertitudes. Le tribunal administratif ne nous a pas donné raison, je le regrette, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellée dans cette histoire-là. C'est la communication des documents. Et je me tourne vers vous, monsieur le député, parce que je pense qu'il y a un problème de fond. Aujourd'hui, on ne donne plus les informations ni aux riverains, ni même aux maires, ni au service de pompiers, ni à personne, au motif qu'il ne faut pas donner d'éléments sur le terrorisme. On est tous d'accord là-dessus. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faciliter la vie des terroristes. En attendant, personne ne sait plus rien sur les études de danger, sur les rapports de l'administration, sur les procès-verbaux, etc. Dans ce Parce procès... qu'il y avait des choses classées, défense. Parce qu'il y a des choses, pas classées défense, classées par secret. oui, secret, mais secret, il n'y a pas de raison qu'on enlève... Secret parce que dangereux. Secret industriel, si on peut dire ça comme ça. Mais à ce moment-là, vous n'aurez jamais de culture du risque. Non, mais c'était pour répondre, c'était pas secret défense. Oui, bien sûr. Ce sujet-là est ressorti au moment de l'accident. C'était mais bien entendu, un des points les plus importants. Dans le procès qui s'est tenu, il y a des documents qui ne nous ont pas été communiqués, qui ont été donnés au tribunal et pas aux parties. Eh ben, je considère que ça pose réellement un problème. Qu'on me dise on ne veut pas savoir où sont les caméras de surveillance, je m'en fous des caméras de surveillance, c'est pas mon problème. Par contre, qu'on ne puisse pas savoir ce qu'a dit le contrôleur quand il est venu sur place, l'inspecteur quand il est venu sur place, c'est pas du secret défense. Là-dessus, vous répondez rapidement. Je ne vais pas rentrer dans le détail du rapport qui a été produit par mes collègues Adam et Bouillon, parce que d'abord le rapport, je trouve qu'il est très bien fait et il amène des solutions, notamment sur les sujets que vous avez évoqués. Moi, je voulais rebondir un petit peu sur les PPRT aussi, parce que je veux bien... Attention, pas trop technique, on va pas poursuivre. Plan de protection, voilà, contre les risques technologiques. D'accord. Moi, je voudrais aussi qu'on soit conscient, là, il faut une vraie conscience collective, parce qu'il n'y a pas que l'État qui est fautif dans ces fameux PPRT. Souvent, les élus locaux mettent la pression pour ne pas perdre de foncier et pour pouvoir installer donc des logements, des bâtiments autour de ces sites industriels dangereux. Okay, donc plus de Céveso, plus de sites de ce type dans les villes. Non, c'est pas plus de Céveso, mais si on fait vraiment des Céveso, il faut qu'on ait des PPRT qui soient respectés et qu'il n'y ait pas de pression des élus locaux pour... voilà. Il y a ça aussi par rapport à la protection des... Ça vous manque pas? Ça sera ma dernière question de la politique. Vous en faites à votre manière? J'en fais à ma manière. Quand vous entend, vous êtes passionnée, Le dossier de budget, je l'ai. Le dossier de Lubrizol, je m'en occupe. Et beaucoup d'autres. C'est à ma manière à moi d'essayer d'être efficace. Vous savez, quand vous arrivez à un certain moment de votre vie, vous vous dites qu'il n'y a plus tant de temps que ça devant pour être efficace et essayer de faire passer l'expérience qui est la vôtre. J'ai choisi aujourd'hui de le faire plus par le droit que par la politique, ce qui ne m'empêche pas d'avoir la parole libre, peut-être plus qu'avant. Et c'est aussi une manière de faire de la politique. Et ben on va continuer à entendre votre liberté de parole parce qu'on va parler d'un sujet éminemment écologique aussi, hein, les 80 km/h. Merci à tous. Alors depuis le début de l'année, vous le savez, les présidents des conseils départementaux peuvent revenir aux 90 km/h à certaines conditions. Alors est-ce si facile et combien de départements l'ont fait? Hélène Bonduel nous dresse le bilan de ce retour autorisé. Regardez. Exit les 80, voici revenus les 90 km/h. En tout cas dans certains départements. Le Cantal, par exemple, est repassé il y a quelques jours à la vitesse supérieure sur tout son réseau routier départemental. C'était d'autant plus attendu dans un département comme le Cantal. Nous circulons très majoritairement, essentiellement sur ce fameux réseau secondaire. Et donc, plus que tout autre, nous avions mesuré les inconvénients de l'abaissement de la vitesse à 80 km/h. Nous avions retrouvé dans le département du Cantal des temps de déplacement, des temps de trajet des années 80. Et ceci après avoir conduit des investissements pour gagner en temps et gagner en sécurité. Coût de l'opération des allers-retours des panneaux, 60 000 €. D'autres, au contraire, ne veulent pas revenir en arrière, convaincus par l'expérimentation de la baisse de la vitesse. Elle va dans le sens
de plus de protection, elles valent dans le sens aussi des économies d'énergie, et puis aussi, même pour les usagers, des économies financières. Sur nos routes départementales, en un semestre, le nombre de tués a été divisé quasiment par 2. Jamais le Premier ministre n'aurait dû revenir sur cette mesure de 80 km/h. D'autant qu'Édouard Philippe est longtemps resté inflexible sur les 80 km/h. L'objectif, ça n'est pas d'emmerder le monde. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de morts et moins de blessés graves. Pourtant, en plein mois de juillet 2018, il déclenche la colère des automobilistes et bientôt celle des Gilets jaunes. 75% des radars sont même détruits. Et lors du grand débat, le président de la République est obligé de temporiser. Il faut ensemble qu'on trouve, sur ce sujet aussi, par le débat, une manière plus intelligente de le mettre en œuvre. On pourrait trouver quelque chose de plus pragmatique, qui soit mieux accepté, qui ait le même résultat. Alors, après avoir salué la baisse de la mortalité sur les routes, grâce à la mesure, le gouvernement finit par céder. La loi d'orientation des mobilités prévoit une dérogation, mais c'est aux élus locaux de prendre la décision. C'est très clair, c'est que ça a créé un environnement anxiogène pour les élus, avec une suspicion de possibles responsabilités dès lors qu'interviendraient des accidents. À ce jour, une trentaine de départements ont choisi de revenir à 90 km/h sur leur route. Et 3 invités nous ont rejoints sur ce plateau. Chantal Perrichon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de la Ligue contre la violence routière. Philippe Vigier, merci d'être là. Vous êtes député Liberté et Territoire d'Eure-et-Loire, coprésident du groupe Liberté et Territoire. Enfin, j'accueille Yves Serra. Bonsoir. Yves Carra. Yves Carra, pardonnez-moi. Vous êtes le porte-parole de l'Automobile Club. Alors, Philippe Vigier, je voudrais vous demander déjà si votre département a choisi de rester aux 80 km/h ou pas. Pour l'instant, il est encore à 80 km/h. Le président du département a annoncé, lors de ses vœux d'ailleurs, qu'il souhaitait que l'on puisse relever la vitesse sur certains axes en fonction de différentes caractéristiques nouvelles qui sont imposées au département qui souhaite faire cette démarche. Car ça ne se fait pas de façon automatique. Et que dans les fameuses circulaires telles qu'elles ont pu être rédigées, on doit obéir à un certain nombre de critères assez stricts d'ailleurs. Vous, cette liberté de revenir aux 90, elle vous tient à cœur ? Moi, elle me tient à cœur. En plus, dans un département, il y a des grandes lignes droites qui durent 10-15 km. Et c'est la Beauce, donc c'est extrêmement plat. Je peux comprendre qu'à certains endroits, il y a des infrastructures qui ne permettent pas de rouler à la vitesse de 90. Mais vous avez les chiffres de la mortalité sur les routes oui, mais depuis je vais vous répondre le 80 chez vous? Je veux dire, moi, c'est sur la route nationale 10, où je me bagarre pour cette route, où j'ai même fait venir Elisabeth Borne il y a 1 an et demi, où j'attends toujours la notification précise de tous les aménagements de sécurité qu'on va faire. Vous voyez, il y a longtemps que je mène ce combat, puisqu'il y a 10 ans, lorsque Dominique Bussereau était ministre des Transports, j'avais obtenu une enveloppe financière pour faire une étude de sécurité routière entre Chartres et Tours. Et nous venons d'inaugurer la première réalisation il y a 1 mois et demi, 20 morts après. Voilà. Et malheureusement, lorsqu'on a été maire, comme je l'ai été pendant longtemps, et que l'on a dû aller au bord des accidents, on comprend mieux les choses. Chantal Perrichon, cet argument qui consiste à fond à redonner de la liberté, de la flexibilité sur les routes secondaires, après ce qui s'est dit au moment de la crise des Gilets jaunes, est-ce que vous y êtes totalement insensible ? Je ne suis pas insensible à tout ce qui est dit. Ça peut quelquefois m'agacer. Pourquoi ? Parce qu'on parle de la vie des gens. Et si on prend le département de monsieur, il y a de quoi se préoccuper quand même. Il doit savoir que par million d'habitants tués, kilomètres parcourus, vous êtes 71e sur 96. Vous êtes vraiment pas un bon département. Et en particulier sur la route nationale. Oui, mais la route nationale, normalement, à moins que les choses aient changé depuis quelques jours, elle revient à l'État. Donc elle doit rester à 80. Donc nous parlons des départementales. Non, sur les nationales, les accidents, pardonnez-moi, dans mon département, j'ai toutes les statistiques. Oui, bien sûr. Savez, une fois de plus, j'ai regardé ça de façon extrêmement précise, pas simplement pour venir à votre rencontre ce soir. Non, j'espère. Mais ce qu'il faut préciser, c'est vrai que le retour autorisé aux 90 sont uniquement pour les départementales. Ce qui d'ailleurs peut poser une question. Vous m'accorderez que ça ne changera rien au sort de la nationale 10. Alors, nous sommes d'accord, la nationale 10 reste à 80 puisque ce n'est pas de votre prérogative, elle doit rester à 80. Absolument. Mais si on regarde, vous avez en fait 14 voies qui sont concernées. On retrouve 54% des tués sur 14 voies uniquement. Et lorsque je vous entends dire nous avons des belles routes droites, c'est ce que nous entendons en permanence. Et c'est sur ces routes
que le risque est maximal. Pourquoi ? Parce qu'il y a du trafic, bien évidemment. C'est pour ça qu'il y a des belles infrastructures. Et c'est le trafic qui fait le danger. Prenons un exemple simple que tout le monde peut comprendre. Tout le monde sait que les autoroutes sont à peu près équivalentes. Bien. Et bien des autoroutes où le risque est plus grand que sur d'autres. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de trafic. C'est plus dangereux si vous êtes entre Lyon et Marseille que sur des autoroutes moins circulées. Ce qui fait le danger, c'est l'autre. Alors, revenons aux chiffres de la mortalité routière qui sont au plus bas historique. 336 vies épargnées, selon l'Observatoire de la sécurité routière. Est-ce qu'on sait la part imputable à cette règle des 80 ? Eh bien, précisément, le CEREMA, qui est un centre d'études et de recherche, a fait une étude comparative sur la moyenne concernant le 80 km/h par rapport aux 5 dernières années. Donc, on sait ce qu'il en est. C'est beaucoup moins que ce qu'on espérait. Nous le savons. Mais il faut quand même rappeler qu'il y a eu des radars détruits et il y a eu en plus une certaine obstination de la délégation à la sécurité routière qui les remplaçait, c'est-à-dire qui créait des jouets pour les casseurs. C'est la raison pour laquelle nous n'avons cessé de demander qu'il y ait des contrôles dans les voitures banalisées. Si la vitesse n'est pas contrôlée, vous avez ce qu'on appelle à peu près 25 à 30% de légitimistes, c'est-à-dire les conducteurs disent « Oh ben on est à 80, je suis à 80 ». Vous y en avez qui hésitent encore un petit peu. Puis il y a les opposants, ceux qui sont contre. Alors maintenant, on voit que d'ailleurs, les opposants aux 80, ils ont beaucoup baissé. Ils étaient très importants. Maintenant, alors justement, ce n'est plus le cas. Sur les 101 départements français, Yves Cara, 101 départements français, 22 départements sont revenus aux 90 km/h. 22, vous dites, c'est déjà ça, tant mieux, ou finalement, c'est peu. Alors, il faut dire une chose, ils vont revenir, ils n'y sont pas encore, parce qu'ils ont fait la démarche, mais il n'y a encore aucune route qui est très compliquée. Alors, expliquez-nous les démarches. Donc, c'est important de le dire, parce que certains croient qu'ils peuvent rouler à 80. Ça coûte cher et il y a un certain nombre de conditions à remplir. Vous savez, nous, ça fait des années que ce 80 km/h est proposé. C'est pas qu'on était contre, on est pour une juste vitesse. Voilà, c'est-à-dire que si à 90, c'est bien parce que la route est en bon état, il n'y a pas de souci, mais on n'était même pas pour 80, pour 70, parce qu'on va mettre 50, 30, 70, 80, 90, c'était trop. Donc on disait, descendez la vitesse à 70, on peut vous aider à faire l'audit des routes, on a les systèmes, nous, dans les automobiles clubs européens, et puis quand les travaux seront faits, vous la remettrez à 90. Il faut qu'elle soit acceptée, une mesure, pour qu'elle soit efficace. Elle n'est pas acceptée, elle n'est pas efficace. Puis vous savez, dans tous les débats que j'ai faits sur ces 80 km/h, et j'en ai fait quelques centaines, j'imagine, la vitesse moyenne avant de passer à 80 était de 82 km/h. C'est pas moi qui le dis, 82. Oui, tout ça pour 2 km/h. Donc c'est inutile. Non, et je vais vous dire, qu'on soit à 80 ou 90, un jeune qui sort de boîte, qui a trop bu, qui a pris de la drogue, qui regarde son téléphone, 80-90, et franchement, c'est pas son problème. Et c'est là qu'est le vrai problème. Alors, Corinne Lepage n'a pas encore parlé, j'aimerais avoir son regard, et vous répondrez, c'est promis. C'est vrai que la question de la sécurité routière est quand même une question essentielle. On était un des pays d'Europe où les taux étaient les plus catastrophiques. Ça a été un des combats de Jacques Chirac. Absolument. Sur ce sujet-là. Il voulait absolument le faire baisser, et il y est arrivé. Bon, ensuite, je crois que là aussi, l'uniformité, c'est pas toujours une très bonne règle. Je veux dire par là qu'il y a des routes où on est à 80. Moi, je me dis, on devrait être à 50 là. C'est franchement dangereux. Oui, bien sûr. C'est franchement dangereux. En revanche, il y a des routes où on est à 80 et on pourrait aller un peu plus loin. J'essaye de comprendre votre position. Je suis pas sûre que ce soit toujours dangereux. Alors, si on ne peut pas effectivement se mettre d'accord sur les tracés, sur les trajets, etc., restons à 80. Mais moi, j'aimerais plus de souplesse qui permettent aussi de baisser beaucoup plus que 80 à l'heure, parce que je trouve qu'il y a des endroits où c'est trop dangereux. Chantal Perrichon va vous répondre. Attendez, pardonnez-moi, mais il faut quand même qu'il soit équilibré ce débat. Chantal Perrichon, parce que qui n'est pas d'accord, est la seule pour le moment. Voilà, allez-y. Alors, nous avons entendu des débats à peu près identiques lorsqu'on est passé du 60 à 50 en ville. Il y avait des villes où on pouvait rester à 60, où le bon sens laissait subodorer que, et on est toujours avec des gens qui imaginent, qui pensent, qui subodorent, qui... Non, on arrête avec ça. Il y a dans ce pays des épidémiologistes, il y a des scientifiques qui nous expliquent et qui nous montrent et qui nous prouvent ce qu'il en est de la vitesse. La vitesse, il ne faut jamais oublier que c'est l'élément déclenchant de l'accident. Et que, évidemment, c'est un élément qui va aggraver les blessures. C'est donc important. Quand j'entends dire on peut passer à 50 ou 70, mais pourquoi diable les départements qui sont dans la réserve actuellement, on n'a pas la déferlante que l'on attendait. Pour vous c'est 22 qui n'ont pas encore effectivement... Il y en a qui disent on observe ce que font le voisin. C'est pas vraiment de la sécurité routière. C'est 22 de trop pour vous, il faut quand même prendre ses responsabilités et non pas au doigt levé
ni comme ça en pensant et en imaginant que, mais en regardant les études d'accidentalité du propre Mais Madame départ de Perrichon, banc. il y a une décision de Matignon qui est de choisir bien la sûr. souplesse. La souplesse, elle existe depuis le début de l'année. Moi, ce que je voudrais savoir, si c'est au fond un piège du gouvernement que d'avoir rendu tellement compliqué le retour aux 90 avec beaucoup de conditions. C'est ce que dit par exemple Jean-René Le Serre, le président du département du Nord, qui dénonce un foutage de gueule et qui dit il faudrait au fond construire des routes dans les nuages pour réussir à remplir toutes les conditions. Il faut qu'il y ait sans riverains, sans arrêt de bus, sans engins agricoles, qu'elle fasse au moins 10 km et qu'elle soit équipée de radars, sans pistes cyclables qui les traversent. Et vous avez oublié les accotements, la largeur des accotements, parce que lorsqu'il y a Mais ça une perte exclut de beaucoup contrôle... d'endroits, toutes les zones rurales, par exemple. Ce que vous venez de dire... Je vous interroge là-dessus. C'est ce qu'on appelle le programme Voie sûre. C'est pas le gouvernement qui a claqué du doigt en disant « je vais imposer ça pour piéger ». Il a simplement appliqué un programme qui correspond à l'infrastructure. Là où il y a une aberration, c'est quand il y a eu le vote à l'Assemblée nationale d'un amendement qui était aberrant. Il ne fallait pas que l'État se départisse de son rôle régalien pour les vitesses maximales. Est-ce qu'on va décider, par exemple, pour les vaccinations, vous avez une formation, disons, de pharmacien, je pense, est-ce que vous allez décider dans votre département un jour, parce que vous avez fait des études, que cette vaccination ne vous agrée plus? Non, il y a des départements... Si ça a à voir, il y a des domaines... Il y a des domaines qui relèvent de l'État. que nous, on ne peut pas s'exprimer. Ah ben vous êtes trois, je suis un petit peu isolée. Allez, vous avez bien entendu et vous avez pu dérouler tous vos arguments. Madame Perrichon, d'abord, Madame Perrichon, je vais vous dire une chose. Bien, allez-y. Je vais vous dire une Je ne me chose. sens pas contre vous, pas du tout. Nous n'avons pas le monopole du combat pour la lutte contre l'insécurité routière. J'espère. Madame, je voulais vous dire que dans ma commune, on a limité le centre-ville à 30 km/h. Que c'est votre serviteur qui a fait changer son national 10, vous vérifierez. Tous les villages entre Chartres et Vendôme, en Loire-et-Cher, sont tous à 50. Avant, c'était 70. Donc, je ne veux plus entendre ce sketch selon lequel nous sommes des délinquants parce qu'on veut faire cela. Deuxième chose, il y a eu des mots qui, me semble-t-il, sont bien appropriés. C'est le fait de la vitesse juste. Je m'explique. Il y a des routes sur lesquelles, à 80 km/h, on est en danger. Or, on ne dit pas mot. On ne dit rien. Ensuite, là, je voudrais vous dire... Pourquoi vous êtes en danger, pourquoi? Parce que la vitesse est trop élevée, parce que c'est... À 80, vous avez dit. À 80 km/h, oui, la vitesse à certains endroits, sur des routes départementales que je connais très bien, que j'emprunte. Et dans les accidents, vous le savez tout aussi bien que moi, et mieux que moi, c'est dans les habitudes domicile-travail, c'est lorsque le matin ou le soir. Et puis, dernier mot, pardonnez-moi. La vitesse, oui, mais pas que la vitesse. Moi, j'attends deux choses. Les contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants. Et je le fais dans mon métier de biologiste. Et je peux vous dire que là, vous avez des marges de manœuvre considérables. Ça, je l'attends. Mais on ne le fait pas. Et la deuxième chose, vous parlez des camions, 2 secondes, qui continuent de vous dépasser à 90 km/h ou à 91 km/h, et qui sont des véritables dangers publics. Et là, on ne fait rien. Et donc, quelque part, il fallait faire une annonce politique, de mettre à 80 km/h. Bon Dieu, moi je suis pour le principe de subsidiarité, qu'on fasse confiance aux élus locaux qui ne sont pas tous délinquants. Allez, Yves Carra qui n'a pas encore parlé, vous aurez la parole. Yves Carra, parce qu'on n'est ce pas qu'on entend ce soir sur ce plateau... On n'est pas contre vous, on est tous pour la sécurité routière. Et la vie des gens. Attendez, Mais ce qui est intéressant ce soir, quand on vous écoute... Si je puis me permettre, l'Automobile Club existe depuis 120 ans. On a été les premiers à créer les panneaux, on a été les premiers à créer les permis de conduire. Donc la sécurité routière, on connaît bien et on travaille tous les jours pour ça. Mais on a l'impression, à vous entendre, qu'au fond, cette souplesse accordée au président de département, elle ne satisfait personne. C'est trop compliqué à mettre en œuvre et c'est trop dangereux d'une certaine façon. L'État a créé les conditions pour que ça soit tellement difficile derrière. Vous êtes d'accord avec ça? Le problème de ces 80 km/h, qui est un débat passionnel, s'il vous plaît, c'est qu'il masque ce que disait exactement monsieur, toutes les autres actions vraiment efficaces pour la sécurité routière. La vitesse, je vais vous dire, ça va faire bondir, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est l'inattention, ce sont les distracteurs, c'est le téléphone, c'est l'alcool, c'est la drogue, et c'est la non-formation et non-prévention de tous les conducteurs français, jeunes et moins jeunes. Alors, il nous reste 1 minute 30. Vous avez noté tous les arguments, vous allez pouvoir répondre. Faire une synthèse très rapide. La vitesse du temps de parole, n'est pas le facteur. Je vais simplement vous citer quelque chose qui va
rendre les choses claires. Je On a parlé de Jacques Chirac tout à l'heure, on a parlé des radars. Eh bien, lorsque les radars ont permis de contrôler la vitesse moyenne dont on parle, elle a baissé. Oui. Et nous avons retrouvé une modélisation que tout le monde connaît, 1% de vitesse moyenne en moins, 4% de tués en moins. Alors ça, on pourra en débattre longtemps. Non, vous n'êtes ni Nilsson, ni un scientifique. Parce que le débat s'allège. Allez, vous concluez d'un mot. En terminant, s'il vous plaît. Si vous regardez les courbes de l'époque, vous allez voir que tous les facteurs, vous avez parlé de l'alcool, ils ont baissé de la même façon. Et tous les usagers ont été... Moi, je trouve que les constructeurs automobiles sont oubliés dans la sécurité routière parce qu'ils font beaucoup pour la sécurité passive et active des véhicules. Pour les constructeurs, je voulais simplement vous donner le mot de la fin parce que je voulais quand même qu'on dise un mot sur la dimension écologique de la réduction de la vitesse. Elle existe aussi. Ah oui, bien sûr. Attendez, s'il vous plaît, écoutez. Bien sûr qu'il y a une dimension écologique parce qu'il est tout à fait exact que moins vous roulez vite et moins vous consommez d'énergie. C'est une évidence. Et j'ajoute que dans beaucoup de pays voisins, les vitesses autorisées sont moindres que celles que nous avons chez nous, quand même. Eh bien, merci beaucoup. Débat passionnel sur les limitations de vitesse. On s'en doutait. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir et à demain.